Je vais vous mentionner l'histoire du Reiki. L'histoire du Reiki a commencé il y a près d'une centaine d'années au Japon grâce à Mikao Usui Sensei, qui est né le 15 août 1865. C'était un monsieur très spécial, hors du commun à différents points de vue, que la vie a préparé pour réaliser une mission extrêmement importante. Mikao Usui est né dans une famille de samouraïs. Même si les samouraïs étaient déjà interdits à l'époque de son adolescence, une telle tradition ne s'oublie pas du jour au lendemain. Et c'est probablement grâce à cela qu'il a commencé à s'intéresser à la spiritualité et à l'utilisation des énergies. Vers l'âge de 8 ans, il a commencé à pratiquer le Kiko, qui est la version japonaise du Qigong. Au bout de 2 ou 3 ans, il acquiert des capacités énergétiques surprenantes et il peut déjà traiter d'autres personnes avec cette énergie. Mais bien que les traitements qu'il donne soient valables et efficaces, il découvre rapidement qu'en donnant sa propre énergie, surtout dans les cas les plus difficiles, il est pratiquement vidé de son énergie. Il renonce donc à cette pratique de Kiko et continue son éducation à l'école et en même temps fait des études dans différents domaines. Il est naturellement attiré par les arts martiaux et grâce à cela, il apprend beaucoup à propos de l'utilisation de l'énergie du Ki. Il a reçu l'éducation religieuse habituelle de l'époque, le shintoïsme et le bouddhisme. Avec le temps, son questionnement spirituel change et il s'intéresse de plus en plus à la religion. Il commence par approfondir le shintoïsme, qui a été la religion de base au Japon. Il faut préciser qu'en 1871, le shintoïsme devient religion d'État, suite à la décision de l'empereur Meiji. Il y avait aussi le bouddhisme, qui avait été pendant très longtemps la religion prédominante et qui était toujours très présente. De ce fait, bien que l'empereur ait imposé une séparation réelle entre les deux religions, les Japonais ont, même encore aujourd'hui, une pratique religieuse basée sur un mélange de shintoïsme et de bouddhisme auquel on a parfois ajouté des éléments venant de d'autres religions. Il semble que Mikao Usui Sensei, une fois adulte, ait été plus particulièrement attiré par la branche Tendai du bouddhisme et par le Mikyo, un bouddhisme ésotérique. D'autres sources affirment qu'il aurait été dans la branche bouddhiste de la terre pure, Jodoshu, puisque le nom spirituel de Usui Sensei est un nom typique de la terre pure, et aussi parce que le cimetière où il est enterré appartient à cette branche. D'autre part, il existe au Japon une autre pratique spirituelle qui s'appelle le Shogando, pratique venant des Shuganya ou Yamabushi, des gens qui vivaient presque tout le temps en retraite sur la montagne. D'ailleurs, de temps en temps, ils partageaient leur savoir avec certains disciples qu'ils choisissaient, soigneusement bien sûr. Mikao Usui Sensei n'a pas été officiellement un disciple de ces moines, mais il a bénéficié de leur enseignement. Cet enseignement était un mélange de shintoïsme et de chamanisme. En connaissant les différents éléments de la nature et leurs forces et en les utilisant correctement pour créer de l'énergie, il est possible de créer d'abord un bien-être intérieur et ensuite un bien-être extérieur. Si on doit résumer,
l'apprentissage spirituel et énergétique de Mikao Usui Sensei a été grandement influencé par ces 4 voies principales. Le shintoïsme, le bouddhisme, la pratique des samouraïs et le shugendo. Le temps passe et Mikao Usui Sensei termine ses études. Il se marie et a 2 enfants. Il travaille dans différents domaines, mais son activité principale est toujours ciblée vers l'intérieur, pour grandir. Intérieurement, il se rapproche de la soixantaine et malgré les 50 ans de pratique spirituelle, il n'a toujours pas trouvé la sérénité. Il est conscient qu'il lui manque encore quelque chose. Bien qu'arrivé à un très haut niveau spirituel, il est conscient qu'aussi longtemps que nous sommes incarnés, il nous manquera toujours quelque chose. Il était relativement introverti. Il ne parlait pas facilement de lui-même. À cette étape de sa vie où il sent qu'il lui manque toujours quelque chose, il décide de faire pour la 3e fois de sa vie une méditation bouddhiste qui s'appelle la méditation de la repentance du lotus. C'est une méditation très complexe qui dure 3 semaines. Et il choisit comme lieu de méditation la petite montagne Kurama, au nord de Kyoto. Il ne choisit pas cet endroit par hasard, mais pour ses qualités énergétiques très particulières. Déjà en l'an 770, on avait construit un premier temple sur cette montagne, parce que c'était comme un endroit béni des dieux. Il y avait alors, et toujours, une énergie tellement puissante que même une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience en percevant l'énergie, il perçoit cette énergie et la sérénité du lieu. D'ailleurs, pour info, ce premier temple existe toujours. Au cours des siècles, le lieu est devenu un endroit très connu au Japon. Un véritable lieu de pèlerinage, pour des dizaines de milliers de personnes. Il n'est pas visité uniquement par des praticiens Reiki, mais surtout par une multitude de personnes qui ne savent peut-être même pas que le Reiki existe et qui viennent ici pour se recueillir ou faire un pèlerinage spirituel. En plus du temple principal, on a construit au cours des années de nombreux d'autres temples et endroits de prière ou de recueillement. Mikao Usui Sensei choisit donc cette montagne pour des raisons énergétiques, mais également parce que l'animal totem de la montagne Kurama est le tigre torsadé, qui représente la transformation intérieure. Pendant les 3 semaines que dure la méditation de la repentance du lotus, Mikao Usui Sensei médite, chante. Il réalise toutes les pratiques qui font partie de cette méditation. Et à un moment donné, il vit un moment hors du commun, un satori, ou une illumination. Quand on dit satori, illumination, on ne compare en aucun cas Mikao Usui Sensei aux grands maîtres de l'histoire comme Bouddha, Jésus-Christ. Le satori est un moment, un état hors du temps, hors de l'espace. La vie d'une personne qui a eu ce satori change totalement. Voici ce qui s'est passé pour Mikao Usui. En rentrant chez lui, il sent qu'une nouvelle énergie passe par ses mains. Et il est très confus. De son point de vue, il ne peut y avoir de nouvelles énergies parce que dans l'univers, il n'y en a qu'une seule. Ce qu'on appelle l'énergie universelle, le Reiki. Elle est captée et canalisée par les différentes formes de vie dans l'univers. Ce que l'être humain capte naturellement et automatiquement,
s'appelle le ki. Au Japon, chi en Chine, prana en Inde, mana aux îles hawaïennes. On peut en dire plein d'autres. Hein. Mikao Usui Sensei sait parfaitement bien utiliser le ki, mais ce qu'il sent maintenant est très différent de ce qu'il connaît. Il ne peut manipuler cette énergie, il ne peut lui imposer sa volonté d'aucune façon. Malgré cela, son bon sens lui dit que, étant donné que tu sens cette énergie, suite à l'expérience sur la montagne, ça ne peut être que bon pour toi. Il commence donc à appliquer ses mains sur son propre corps et se rend compte très rapidement que cela lui fait du bien et qu'il se sent de mieux en mieux. Il pratique cette méthode sur les membres de sa famille et cela leur fait également du bien. Il essaye sur d'autres personnes qui ne font pas partie de sa famille, j'entends bien. Et cela leur est aussi très bénéfique. Il se rend compte, en l'espace de quelques semaines seulement, que malgré le fait qu'il n'ait jamais étudié cette énergie, qu'il ne la comprend pas et qu'il ne la maîtrise pas, ses effets sont hautement, mais vraiment hautement bénéfiques pour tous. Il laisse tomber toutes ses autres activités et il se dédie de plus en plus à la pratique de cette nouvelle énergie qu'il définit peu à peu comme l'énergie universelle de vie qui a une conscience propre, le Reiki. Ce mot Reiki, qui va faire partie de la suite du système utilisé par Mikao Usui Sensei, est un mot qui existe déjà en japonais. Hein. Ce n'est pas Mikao Usui Sensei qui l'a inventé. Hein. C'est un mot qui désigne l'énergie divine ou l'énergie cosmique. Dans un premier temps, Usui Sensei n'utilise pas ce mot et son système s'appelle simplement Usui-tête. Ça veut dire que c'est la méthode d'Usui de la main. Très rapidement, il est amené à fonder une organisation qui s'appelle Usui Reiki Ryo Gakkai. Et c'est dans ce cadre qu'il continue ses activités. Il y donne beaucoup de traitements et d'initiations. D'ailleurs, sur la stèle funéraire de Mikao Usui Sensei, il est précisé qu'il a initié plus de 2000 personnes. Parmi ces 2000 personnes, près de 70 ont fait le deuxième degré et 19 ont passé la maîtrise. Mikao Usui Sensei décède le 9 mars 1926 d'une attaque cérébrale. L'organisation qu'il a fondée continue à fonctionner. Il en a été le premier président. Parmi les élèves qui sont arrivés au niveau de la maîtrise, il y avait un certain Shoreo Hayashi, qui était probablement médecin et surtout, il est officier dans la marine impériale. C'est très intéressant, en tout cas pour nous, parce que c'est aussi grâce à lui que le Reiki est arrivé jusqu'à nous. Il vient voir Mikao Usui Sensei en 1925, quand le Reiki devient très à la mode. Hayashi Sensei arrive rapidement au niveau de la maîtrise, Shehan en japonais. Et après la mort de Mikao Usui Sensei, il reste dans l'organisation jusqu'en 1931, date à laquelle il décide de partir et de fonder sa propre école, qu'il appelle Hayashi Reiki Kenkukai, le centre Hayashi de recherche Reiki. Dans ce centre Reiki, Hayashi Sensei propose des initiations et en 1935 arrive à cette clinique une dame appelée Awayo Takata. Les parents d'Awayo Takata étaient japonais, mais elle est née à Hawaï. C'est même pour cette raison qu'on l'a appelée Hawaï. Cette dame est née en 1900 et en 1935, à 35 ans, elle est veuve avec 2 enfants. Elle est extrêmement pauvre.
Elle n'a qu'une petite maison comme unique et seul bien. Elle tombe très malade. Elle est tellement pauvre qu'elle n'a pas d'argent pour aller voir le médecin. Et comme elle ne va pas voir le médecin, elle continue forcément à être malade. Elle se trouve dans un cercle vicieux et n'arrive pas à régler ses problèmes. À un moment donné, sa sœur, qui habite également à Hawaï, décède. Et selon la tradition de l'époque, Madame Awayo Takata doit apporter en personne la nouvelle du décès de sa sœur à ses parents. Elle vend donc son seul bien, sa maison, pour pouvoir payer le billet du bateau, et elle part pour le Japon. Et avec de plus en plus l'espoir de trouver la bonne solution à ses problèmes de santé. Et c'est exactement ce qui se passe. Ses parents l'aident à aller voir un médecin qui lui trouve des calculs biliaires, un début d'appendicite et surtout une tumeur dans le ventre. Une opération peut se faire, mais faute de moyens financiers, le médecin lui parle d'une autre méthode énergétique et l'envoie vers Hayashi Sensei. Elle va à la clinique de Hayashi Sensei où elle reçoit du Reiki pendant 40 jours de la part de 2 personnes simultanément. Quand au bout de 40 jours, elle retourne voir son médecin, elle n'a plus rien. Pas d'appendicite, pas de calcul biliaire, pas de tumeur dans le ventre. Elle n'a plus rien. Bien sûr, elle est plus qu'impressionnée. Elle retourne tout de suite au centre et dit à Awashi, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je veux apprendre et faire comme vous. Awashi Sensei accepte et elle commence l'apprentissage du premier degré. Pendant l'année qui suit, elle travaille dans la clinique le matin et l'après-midi, elle fait des soins à domicile aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Au bout d'1 an, elle fait son 2e degré et décide de rentrer chez elle à Hawaï où elle ouvre son propre cabinet. Elle a eu un très grand succès et elle disait toujours, comme nous aujourd'hui, ce que je fais n'est pas un don. J'ai appris cela. Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un canal, toute personne peut le faire. Et quand les gens entendaient cela, ils disent moi aussi je vais apprendre. Où peut-on apprendre cette technique? C'est pourquoi elle invite Hayashi Sensei à venir à Hawaï en 1938 pour initier tous ces gens. Il vient et par la même occasion, il donne l'initiation à la maîtrise à Madame Takata en février 1938, qui devient ainsi le premier maître Reiki en dehors du Japon. Awashi Sensei et Madame Takata s'entendent tellement bien qu'ils démarrent une collaboration très importante au niveau professionnel. Mais en rentrant de son voyage, lui qui était toujours officier de marine, apprend qu'il est soupçonné d'espionnage. Rappelons-nous qu'il était militaire, que c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale et que les relations entre le Japon et les États-Unis étaient très tendues. Apparemment, il n'a jamais fait d'espionnage, mais puisque ce soupçon planait sur lui, il devait sauver et laver son honneur. Et la seule façon de le faire pour un militaire japonais était malheureusement de se suicider. Il s'est donc suicidé et grâce à cela, il a été enterré avec tous les honneurs dus à un officier de marine et surtout en même temps, l'honneur de sa femme et de sa famille a également été sauvé. Se suicider n'est pas bien vu en Occident.
Mais au point de vue d'un officier japonais de l'époque, c'était la seule chose à faire. Sa femme reprend le centre et c'est elle qui continue à y enseigner le Reiki. La guerre commence. Madame Takata est à Hawaï et elle a très peur. Bien qu'elle soit née à Hawaï, Madame Takata est d'origine japonaise et elle a peur d'avoir des ennuis en tant que japonaise. Elle pourrait même être déportée. De plus, elle se dit, non seulement je suis japonaise, mais je propose aux gens des traitements inhabituels dans un système conçu par un japonais. Elle sent le besoin d'être très discrète. Elle enlève l'enseigne de sa porte et la cache au fond de la cave. D'ailleurs, petite anecdote, cette enseigne a été retrouvée pratiquement 50 ans plus tard au fond de cette même cave, par hasard, par un monsieur qui habite dans cette même maison et qui est maître Reiki. Comme quoi, il y a des choses parfois qui sont terribles. Vers les années 1950, Mme Takata recommence à donner des séances de Reiki, ouvertement. Elle arrive sur le continent américain et commence à initier de plus en plus. Rapidement, la situation redevient calme et elle se met à voyager et à initier de plus en plus. Les années passent et au début des années 1970, elle se dit « Je suis toujours le seul maître de Reiki dans le monde. J'ai déjà plus de 70 ans et bien que je sois en pleine forme, je ne vais pas vivre éternellement. » Ben oui, n'oublions pas qu'elle pense que tous les maîtres Reiki sont morts au Japon. Étant donné que Hayashi Sensei n'était plus de ce monde et qu'elle n'avait pas maintenu de relation avec sa femme, elle ne connaissait personne d'autre qui faisait du Reiki au Japon et croyait que tous les enseignants avaient disparu pendant la guerre. Sentant cette grande responsabilité peser sur ses épaules, elle commence à proposer la maîtrise et jusqu'en décembre 1980, quand elle décède d'une crise cardiaque, elle initie 22 maîtres de Reiki. Ces 22 maîtres de Reiki se rencontrent en 1981 et 1982 et décident de fonder une association, une organisation de soutien réciproque qu'ils appellent l'Alliance Reiki. Comme toute organisation, il y a des règles de fonctionnement et il faut un président. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ces règles. Certains les considèrent trop dures, trop strictes et trop rigides. On suggère un président, la petite fille de Madame Takata. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition. De plus, on vient avec l'idée que le président ne s'appelle pas président. Mais pour faire la différence entre les autres maîtres et lui, que son titre soit grand maître. Et une fois de plus, là, tout le monde n'est pas encore d'accord avec cette idée non plus. Donc, une partie des maîtres ont accepté tout cela et sont devenus membres de l'Alliance. Et les autres se sont dit, voilà, nous nous déclarons maîtres indépendants. C'est à ce moment-là que l'appellation maître de Reiki indépendant a commencé à être utilisée. En quelque sorte, ils se sont dit, nous nous déclarons indépendants par rapport à cette organisation, l'Alliance Reiki. Les années qui ont suivi ont vraiment été très intéressantes. Les maîtres de l'Alliance Reiki, malgré les prix pratiqués et les règles très strictes, ont eu une activité très intense. Ils sont devenus des enseignants de Reiki professionnels et ont fait un travail vraiment très important. D'autre part, les autres maîtres, ceux qui se sont appelés indépendants, ont eux aussi fait un travail extraordinaire, mais d'une façon plus flexible, plus accessible. Ils ont baissé les prix, par exemple, par rapport à l'Alliance Reiki.
ont proposé des périodes d'attente moins longues entre les niveaux. Et ils ont inclus des nouveaux éléments dans la pratique et l'enseignement du Reiki. Dès 1982, le Reiki se développe à une allure qu'aucune autre technique n'avait connue. Et ce, quelle que soit la technique et son origine, d'Orient ou d'Occident, à tel point qu'aujourd'hui, des 22 maîtres de Reiki qu'il y avait dans le monde occidental, il y en a quelques centaines de milliers et quelques milliers de praticiens qu'il y avait, notamment aux États-Unis. Il y en a aujourd'hui des millions dans le monde. Tout cela grâce à cette poignée de personnes, les 22 maîtres Reiki du départ. Dans le tableau de l'évolution du Reiki, ces 22 personnes ont fait un excellent travail. Nous pouvons aujourd'hui pratiquer le Reiki grâce à Mme Takata et à ses 22 maîtres. Pendant tout ce temps, le Reiki a aussi vécu un phénomène de diversification. Par exemple, à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'est dit le Reiki tel que je l'ai appris est totalement compatible avec le genre de méditation que je pratique. Et une nouvelle branche de ce fait-là de Reiki s'est créée. Par exemple, le Osho Neo-Reiki. D'autres maîtres ont ajouté des symboles, de nouvelles techniques. L'utilisation de pierres, de cristaux, des couleurs. Et pour plus de clarté, ils ont aussi ajouté un mot au nom du système Reiki proposé. Le Reiki plus, le Reiki élargi, le Reiki Karuna. La liste est très longue. Aujourd'hui, il y a dans le monde au moins 30 branches principales de Reiki avec 300 branches secondaires, 3000 branches tertiaires, voilà, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de branches de Reiki et tout va bien aussi longtemps qu'on respecte l'esprit du Reiki Zui Sensei. Le problème, c'est que parfois, on ajoute des pratiques et des croyances qui n'ont rien à voir avec le Reiki. Je prends un exemple, pour que le Reiki fonctionne, il faut croire, je veux dire avoir la foi, quoi. Le Reiki dépend de tel ou tel maître. Ces idées sont fausses, puisque les croyances personnelles des praticiens n'influent en rien la qualité de l'énergie canalisée par leurs propres mains. Le Reiki est un phénomène énergétique totalement indépendant de nos croyances en tout genre et l'âge, sexe, religion, études, profession, et on peut aller plus loin. Tout cela n'influe en rien son efficacité. Vers 1992, un maître Reiki allemand qui s'appelle Frank Ajava-Peter, marié à une japonaise, décide de s'établir au Japon. Il ouvre avec sa femme une école de langue pour enseigner l'anglais. Lui qui venait juste de passer sa maîtrise Reiki en Allemagne, il se dit, et si j'essayais d'enseigner le Reiki également? Il a un succès presque instantané. Des centaines de personnes viennent de tout le Japon pour se faire initier. Mais à un moment donné, il commence à recevoir des demandes pour le 2e degré et de maîtrise de la part de gens qui n'ont pas passé les degrés antérieurs avec lui. Et il se dit, d'où ils viennent en fait ces gens? Je suis le seul maître Reiki au Japon. Il y a d'autres personnes qui sont déjà initiées. D'où viennent-ils? Par qui ils ont été initiés? C'est grâce à cela qu'il a commencé à faire des recherches, parce qu'il voulait vraiment savoir. Et Frank Ajava-Peter finit par découvrir tous les détails de la vie de Mikao Zui Sensei, tels que je viens de les exposer juste avant. Et une fois qu'il a découvert cela, Frank Ajava-Peter apprend où se trouve la tombe de Mikao Zui Sensei, au cimetière de Seihoji, à Tokyo.
À côté de la tombe, il y a une grande stèle funéraire érigée en 1927 par ses élèves, sur laquelle sont gravés beaucoup de détails de sa vie. Tout cela, Frank Ajava-Peter le partage avec le monde dans un premier livre qu'il a appelé Le feu du Reiki. Ensuite, il continue ses recherches et il trouve encore d'autres éléments très intéressants qu'il communique dans son deuxième livre, Le legs du docteur Usui. Ces livres ne sont pas juste des livres d'histoire. Frank Ajava-Peter y présente le Reiki, parle beaucoup du côté spirituel et il aborde aussi le côté pratique et thérapeutique. Enfin, un certain temps après, il se rappelle que quelques années auparavant, on lui avait donné un manuscrit en japonais en lui disant que ça a une relation en fait avec le Reiki. Mais étant donné que sa femme ne comprend pas le vieux japonais, il l'avait mis de côté pour plus tard. 2 ans après avoir reçu ce manuscrit, il se souvient en fait de son existence et demande à ses beaux-parents de traduire au moins son titre pour avoir une idée du contenu du document. C'était tout simplement le manuel de Reiki que Mikao Usui donnait à ses élèves. Il l'avait eu à la maison pendant 2 ans et il ne l'avait pas conscience en fait de l'importance de ce document. Alors il le fait traduire tout de suite du vieux japonais au nouveau japonais et du nouveau japonais à l'allemand. Puis après à l'anglais bien sûr. Et il publie donc un troisième livre, le manuel originel de Reiki de Mikao Usui. C'est un très beau livre, très instructif avec les indications de Mikao Usui Sensei et quelques commentaires et explications de Frank Ajava-Peter, rempli de photos en couleur. Grâce à son travail, nous avons appris non seulement l'histoire du Reiki, mais notre pratique a été complétée en reprenant toutes les techniques que Madame Takata avait supprimées. Ce qu'a fait Frank Ajava-Peter pour le Reiki est d'une importance capitale. Vraiment, sincèrement. Un dernier grand pas a été réalisé par une dame qui est certainement toujours en vie, c'est Madame Suzuki. Alors Madame Suzuki, il semblerait que ce soit un pseudonyme, a étudié le Reiki avec Mikao Usui Sensei et a transmis tout son savoir à un bouddhiste anglais, Chris March. Par la suite, Chris March, qui était également maître Reiki, a partagé cela avec quelques personnes. Il n'a jamais enseigné à très large échelle et aujourd'hui, il n'enseigne plus d'ailleurs. Mais petit à petit, son enseignement a été transmis plus loin et est devenu aujourd'hui très connu dans le monde. C'est donc seulement après l'an 2000, grâce à Chris March, que nous avons recueilli des informations très importantes sur le Usui-tête, notamment au niveau de la maîtrise, et que le système Reiki Usui est redevenu complet. L'histoire que je vous raconte là, c'est le fruit du travail de, bien sûr, Frank Ajava-Peter et aussi de William Lee-Rand, qui sont 2 maîtres excellents, qui sont mondialement connus et qui ont participé très grandement à l'expansion du Reiki. Pour moi, c'était très important en fait de l'expliquer dans cette vidéo, afin que vous puissiez prendre conscience déjà de l'histoire du Reiki, de savoir d'où vient ce Reiki, pour que vous en ayez pleine conscience en fait de la difficulté d'avoir trouvé l'histoire et même la pratique du Reiki, parce qu'il y a des pratiques du Reiki, il n'y en a pas qu'une, et revoir en fait l'histoire et comprendre en fait son ensemble, c'est quelque chose qui était pour moi très important. Voilà, l'histoire a fini. Je t'invite, je t'ai donné quelques titres en fait de livres.
n'hésite pas à les lire, n'hésite pas à lire d'autres manuels de Reiki. C'est quelque chose quand même qui peut être très intéressant à apprendre. Tu peux le voir, hein, on est très vite passionné. Belle journée et à très bientôt.